Avec didactisme et humour à travers des tutos qui cartonnent sur les réseaux sociaux. C'est ce que fait une scientifique de notre région avec qui nous allons être en duplex depuis le Québec où elle étudie. Un nombre important de maires renonceraient à se représenter au municipal de 2020, usés, fatigués, irrités. Nous essaierons de comprendre ce malaise avec un maire qui, lui, est fier de son travail et compte bien le poursuivre. Quand vous louez votre appartement à des touristes de passage ou quand vous prenez sur un trajet voiture d'autres personnes, on assimile cela à du collaboratif. Est-ce concurrentiel? Faut-il le taxer? Nous parlons de tout cela tout de suite dans Dimanche en politique. Bonjour, bienvenue sur ce plateau de Dimanche en politique. Une décision politique, c'est celle qui d'abord régit notre quotidien de citoyen, celle qui va peser en bien ou en mal, avec parfois d'ailleurs des avis divergents sur nos actions, notre vie. Ainsi, il est un projet du gouvernement qui pourrait concerner les partages collaboratifs qui se sont développés depuis quelques années. Vous avez parfois recherché sur des sites comme Airbnb ou autres des locations de logements auprès de particuliers pour un court séjour ou vos vacances, zappant ainsi le recours traditionnel aux hôtels, démarches concurrentielle illégale qu'il faudrait dès lors taxer. Nous allons en parler avec Philippe Etourneau, vice-président régional du groupement des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avec Sylvain Morel, cofondateur d'un site collaboratif Sportium dans notre région. Bonjour. Bonjour. Mais avant ce débat, allons voir d'abord avec Jean-Michel Escaffre ce que vous en pensez. Vous louez, vous vendez un bien ou alors vous proposez un service et vous percevez une rémunération pour ça, eh bien le gouvernement veut taxer ces rémunérations si elles dépassent 3 000 € par an. Et vous, qu'en pensez-vous? On va le voir tout de suite, par exemple, sur ce parking où il y a de nombreux usagers de Blablacar. Moi, je suis favorable à cette décision. Tout simplement, ça enlève une économie masquée en parallèle. Ça serait pas normal du tout, parce qu'au final, c'est un service économique pour justement rendre service à la personne, pour faire des économies au niveau de l'écologie, etc. Donc c'est pas pour être taxé derrière. Blablacar, le bon point, ça me gênerait vraiment, parce que c'est vraiment du service au particulier et de l'entraide entre personnes de l'économie circulaire. Airbnb, c'est vraiment devenu un business, donc un hôtel ou Airbnb, pour moi, c'est pareil. Sur l'application Airbnb, à Palavas, il y a plus de 300 offres, maisons ou appartements à louer. Ça fait beaucoup de monde à taxer. Et vous en pensez quoi? Pour moi, c'est pas de l'argent sain de taxer les gens qui essayent de se débrouiller, parce que celui qui loue le Airbnb, c'est pour se faire un peu d'argent, pour se faire un complément de revenu. Je pense que les gens essayent à la base de s'entraider, de faire des choses ensemble et que l'État n'a rien à voir là-dedans. En fait, à la base, même Blablacar, c'était pas la SNCF, c'était un profil déjà gratuit, on s'arrangeait entre nous. Et à chaque fois qu'il y a des services qui peuvent être un peu gratuits, il y a quelqu'un qui rachète à quelqu'un pour faire des sous. Puis alors après, l'État, il dit « Oh cool, je peux peut-être moi aussi y prendre ma part ». Tout le monde veut prendre sa part du gâteau, mais c'est complètement ridicule. L'État nous taxe déjà assez sur certaines choses. On gagne déjà peu assez en France, c'est pour qu'il nous taxe sur autre chose quand on se fait de l'argent de côté. Je trouve ça honteux. Alors Philippe Etourneau, je le disais, vous êtes vice-président régional du groupement des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Airbnb ou ces sites collaboratifs ou un hôtel, c'est pareil, vous venez de l'entendre? C'est pareil pour vous? Il y a bien un de vos auditeurs qui vous a dit c'est pas pareil. Il faut distinguer ce qu'on entend par collaboratif. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une économie de partage, d'échange? Et là, la taxer, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Ou est-ce qu'il s'agit, comme Airbnb, d'une véritable marchandisation de l'économie? Justement, à quel moment vous situez l'équilibre? C'est-à-dire à partir du moment où ça devient du business pour vous? Quand vous louez un appartement, et les taux d'occupation de Airbnb aujourd'hui qui sont donnés, c'est 85% à l'année. Un hôtel, c'est 61% à l'année. Que vous allez louer ça 85% à l'année sur un loyer de 40 € par nuit, vous allez arriver à vous faire un revenu de 1 200 € net. Ce qui correspond à un SMIC. Si vous avez 3 ou 4 appartements, parce que beaucoup de propriétaires sont multipropriétaires et font de la multilocation, vous allez arriver à des revenus conséquents, voire considérables. Donc pour vous, c'est concurrentiel. Pourtant, sur votre site du GNI, le Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie et de la Restauration, concernant l'Occitanie, on dit que le chiffre d'affaires de l'été 2018 par rapport à 2017 a enregistré une hausse de plus 1,5%. Donc apparemment, vous ne souffrez pas forcément. Le chiffre d'affaires n'a pas forcément augmenté de manière homogène, d'abord. Si on prend les grandes villes, parce que c'est elles qui sont les plus touchées, le chiffre d'affaires, si je prends l'exemple de Montpellier où j'ai un hôtel, n'a pas spécialement augmenté sur cet été,
à l'exception du mois d'août où il y a eu des gros congrès internationaux. On a eu au contraire un mois de juillet qui a été très faible. Et on a une concurrence de plein fouet des locations de meublés. Sylvain Morel, vous êtes cofondateur, vous, d'un site collaboratif, Sportium, premier site d'ailleurs, je le précise, 100% dédié aux vacances, sport et aventures. Donc rapidement pour l'expliquer, vous proposez à la fois des passionnés sportifs, des adresses de spot et des adresses d'hébergement. C'est ça, donc nous c'est une communauté qui guide et héberge les voyageurs sportifs, qui guide via un guide des spots qui est disponible sur la plateforme Sportium, où les personnes vont renseigner un spot de VTT ou de kitesurf, et ensuite vont indiquer donc, à d'autres voyageurs potentiels où ça se situe. Et nous, on les aide à dormir au plus près en les hébergeant chez des particuliers qui ont envie de partager cette activité sportive avec eux. Vous vous considérez comme concurrentiel parce que finalement, vous dirigez vers des particuliers, vous voulez le dire, mais pas vers des auberges ou des hôtels ou des gîtes qui sont à côté. Moi, je dirais que toutes les solutions d'hébergement, à la fin, elles vont être concurrentielles puisqu'il faut bien dormir quelque part. Donc, que je dorme dans un hôtel, dans un logement que j'ai réservé sur une plateforme ou dans un camping, on est dans une situation où on a une nuit qui est payée quelque part. Mais qui est moins chère. Alors, qui peut être moins cher ou qui peut être plus cher. Parce que nous, on peut avoir des logements qui vont se retrouver presque plus chers par personne, si on regarde juste pour une personne. Mais si on prend un logement de groupe, où on est 12 passionnés de VTT à se diriger sur un site de pratique, ça sera forcément moins cher que l'hôtel. Alors sur votre site, pratiquement 19 000 Sportinotes, c'est comme ça que vous les appelez, qui sont revendiqués, et vous proposez 4 354 logements, dont plus de 500, je crois, en Occitanie. Ça va directement sur vos plates-bandes. Pas véritablement, parce que les territoires sur lesquels ils s'inscrivent ne sont pas forcément du territoire urbain notamment. Si vous prenez les grandes villes, parce que c'est là vraiment qu'est la concurrence, et éventuellement sur les grandes stations du littoral, Montpellier aujourd'hui, c'est 7 500 offres sur Airbnb. Pour une offre hôtelière, aujourd'hui, on est 120 hôtels et résidences de tourisme. Sur Toulouse, on est arrivé à 5 500, je crois, offres sur Airbnb. Airbnb qui va déclarer d'ailleurs très prochainement, qui s'est engagé à déclarer très prochainement. Airbnb s'est engagé à beaucoup de choses. Airbnb s'est engagé à verser la taxe de séjour, mais la verse de manière tout à fait opaque. Pourquoi tout à fait opaque ? Parce qu'ils font un chèque à la collectivité sans donner le moindre détail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle pour vous ? Il n'y a aucun contrôle. Airbnb qui s'est engagé à enlever les offres qui n'avaient pas de numéro d'enregistrement, qui est obligatoire dans les collectivités qui ont pris une délibération, qui pour autant maintient ces offres. Ce qui ne sera pas le cas à Montpellier, parce que le maire de Montpellier, M. Sorel, jusqu'à présent, s'est interdit d'effectuer toute délibération sur les locations de meublés, contrairement à Toulouse. Donc il faudrait que les politiques le fassent. Il faut commencer par là. Mais est-ce que vous comprenez cette recherche finalement d'hébergement qui coûte quand même globalement moins cher ? Est-ce que vous comprenez cette recherche pour des gens qui parfois ont des budgets de plus en plus serrés ou font attention en tout cas à leur budget vacances ? Elle coûte moins cher, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de TVA. Parce qu'il n'y a pas d'impôt. Non, mais est-ce que vous comprenez la démarche des gens ? Oui, bien sûr, je comprends la démarche, évidemment. Si je peux payer 40 € un hébergement au lieu de le payer 100, je serai le premier à vouloir essayer de le payer 40. Le problème, c'est la déloyauté de cette concurrence, à partir du moment où on n'a pas les mêmes charges. Moi, je veux juste rebondir. C'est pas forcément un prix. Sylvain Morel de Sportium. C'est pas forcément un prix que le voyageur il va rechercher. Alors oui, si c'est moins cher, tant mieux, puisqu'il va pouvoir consommer plus au restaurant ou s'acheter du matériel sportif. Mais c'est un état d'esprit de partage avec des personnes qui habitent sur place. Alors, et c'est ça qui fait la richesse du territoire. Je veux dire, si tous les voyageurs sportifs qui ont envie de venir en Occitanie, qui ont envie de découvrir le sport avec l'expérience des locaux, c'est pas en allant dormir dans un hôtel, sauf si par chance il arrive dans un hôtel où la personne à l'accueil fait aussi par exemple du kitesurf qui va pouvoir le conseiller, mais c'est en dormant chez un passionné qui va avoir des vraies informations sur comment pratiquer son activité, où est-ce qu'il faut aller. Et quand il va revenir dans son pays d'origine, par exemple un Allemand qui serait venu en Occitanie faire du kitesurf, il aura envie il va promouvoir la région, il va en parler tout de suite pour que d'autres... Donc pour vous, il y a un service en plus. Un service en plus, héberger, partager, jouer ensemble, ce sont les trois concepts que vous présentez. Il y a un vrai partage, effectivement, il y a un vrai partage autour d'une activité. Sur du logement pur,
9 fois sur 10 aujourd'hui, vous allez chercher les clés dans une boîte. Vous n'avez même plus aucun contact avec la personne. Dans un hôtel, vous avez quelqu'un pour vous accueillir, vous avez un service, vous allez avoir quelqu'un qui va vous recommander des restaurants. Mais alors justement, est-ce que l'hôtellerie n'est pas en train de rester sur des vieux schémas et n'irait pas forcément plus loin en proposant, pourquoi pas aussi, des partages ou de glisser plus vers une attente des gens, avec peut-être aussi des budgets plus adaptés? Des partages, on le fait en ce sens qu'on propose aussi à nos clients des activités autour de l'hébergement. Mais on voit qu'aujourd'hui, dans les locations de meublés, c'est de la location sèche, y compris d'ailleurs pour la clientèle d'affaires, puisque Airbnb, depuis un an et demi à peu près, s'est attaqué à la clientèle d'affaires qui fait de la nuitée pure, et en s'adjoignant les services d'une start-up qu'ils ont racheté, qui leur permet de gérer les notes de frais. Est-ce que pour vous, il faut taxer le collaboratif? Est-ce que vous considérez vraiment dans le collaboratif, il y a 5%, vous prenez 5% de frais de service sur les prestations? 5% du côté hôte. Et après, on a une commission aussi côté voyageurs pour les avoir mis en relation avec l'hôte, pour leur proposer notre service, l'assurance, le paiement en ligne, etc. Donc, à un moment, il y a des frais de service pour qu'on puisse, nous, se rémunérer, payer les serveurs, les équipes et continuer à investir pour proposer toujours plus de logements. Jusqu'où peut aller le collaboratif? Parce que je vois par exemple qu'il y a d'autres concepts qui ont été lancés, y compris dans notre région. Par exemple, Fans Humans, pour des supporters de sport qui veulent suivre des compétitions, qui veulent chercher à se loger, ou même aussi des fans de chanteurs qui veulent suivre des tournées de chanteurs. Là aussi, on propose de la recherche d'hébergement en dehors des circuits traditionnels des hôtels. Jusqu'où ça peut aller, ce collaboratif? On voit de plus en plus de verticales qui sont créées. On a un marché qui est drivé par un géant, qui a éduqué le marché, qui a Airbnb. Voilà, qui a permis de montrer aux voyageurs qu'on peut réserver de manière simple, rapide, un hébergement chez un particulier qui va ressembler à son logement. Et jusqu'où ça peut aller? Il y a des verticales dans le sport. Donc là, on fait partie des leaders aujourd'hui, Sportium, vertical hébergement sport. Mais il y a eu de l'hébergement collaboratif gay avec MrBnB. On retrouve des hébergements que pour les passionnés de chevaux, des passionnés de kitesurf, des passionnés de golf, etc. Donc là, on est plus dans le collaboratif, dans la citoyenneté, le rapport. Il faut taxer ou il ne faut pas taxer? Si la réglementation, c'est de taxer, on l'applique. Donc aujourd'hui, nous, on fait des revenus. Donc en tant qu'entreprise, on doit être taxé sur nos revenus. Après, le loueur, il fait des revenus supplémentaires. C'est des revenus supplémentaires. Si la réglementation dit qu'il faut le taxer, oui, il faut le taxer, ça reste des revenus supplémentaires. Philippe Etourneau. Airbnb est quand même valorisé à hauteur de 31 milliards aujourd'hui. Airbnb, on a dû intenter une action en référé pour qu'il publie ses comptes en France. Ils ont payé en impôts en France 161 000 € en tout et pour tout. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'ils exploitent finalement, Airbnb exploiterait le collaboratif et la citoyenneté, le partage citoyen, à des fins lucratives. Bien sûr, et ne paie pas les impôts qu'il doit payer. Et ça, c'est aussi un problème citoyen. Comment, alors ça c'est le problème des GAFA en général, et ça c'est aussi un problème d'harmonisation européenne, mais comment des entreprises comme celle-ci, qui jouent soi-disant sur du partage, finalement, s'en mettent plein les poches sans payer d'impôts. Merci Philippe Etourneau, vous représentiez, je le rappelle, le groupement des hôteliers indépendants et de la restauration. Et Sylvain Morel, c'était le cofondateur, vous êtes le cofondateur d'un site collaboratif Sportium, premier site 100% dédié aux vacances, sport et aventures. Merci messieurs, tout de suite, l'invité de la semaine. Et l'invité de la semaine, c'est Yvon Pelé, l'un des 4490 maires que compte notre région d'Occitanie, maire de Saint-Géniès-des-Mourgues, près de 2000 habitants à une vingtaine de kilomètres à l'est de Montpellier. Merci, monsieur le maire, d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique. Et comme de coutume, votre portrait pour commencer, tracé par Sylvain Jäger. Bonjour Sylvain. Bonjour Philippe. Yvon Pelé, vous êtes un maire heureux et ça fait du bien. À l'heure où les communes souffrent du blues de leur maire, alors que la moitié de vos collègues de l'Hérault se disent prêts à jeter l'éponge, vous, après 23 ans à la tête de votre commune, Saint-Géniès-des-Mourgues, vous avez décidé par voie de presse de dénoncer cette sinistrose. Alors, bravo. Bravo parce que le maire est à la République ce que le curé est à l'Église, celui à qui l'on prête tous les pouvoirs et qui n'a quand même pas beaucoup, celui qui intercède auprès de l'État. Et l'État, c'est un peu comme le bon Dieu, c'est toujours inaccessible, exigeant et souvent injuste. Oui, vous faites tout cela 24 heures sur 24 pour l'équivalent d'un SMIC. Alors, on est heureux de vous rendre hommage, à vous, mais aussi aux autres, ceux de l'Aude surtout, qui ont littéralement mouillé leur chemise pour sauver des vies et qui tentent depuis une semaine de reconstruire leur commune. Monsieur le maire, nous tenions à vous inviter,
car que vous êtes la plus belle incarnation de la politique et de la citoyenneté, et vous êtes ici, chez vous. Alors, Monsieur Pelé, chez vous, mais chez vous aussi à la mairie, Sylvain le disait, 23 ans déjà à la tête de votre ville, 4e mandat consécutif, prêt à repartir pour 2020. Vous n'êtes pas pour la limitation du cumul des mandats? Non, mais le village, c'est un peu mon fils, le village. Puis moi, c'est un amour que j'ai pour ce village. Et puis pour la chose publique, on est bien quand on est au contact des gens, quand on se voit, quand on échange, quand on rencontre, quand on se fait engueuler, quand on se fait remercier. Mais c'est bien, c'est beau, c'est la vie. Pourtant, ça devient de plus en plus difficile pour les maires des petites communes, moins de dotation de l'État, des budgets qui sont parfois maîtrisés par l'intercommunalité. Vous perdez un petit peu de pouvoir, de conséquences, de compétences, pardon. Le pouvoir, vous savez, on n'est pas là pour le pouvoir. Hein. Moi, je crois que bon, c'est vrai que les dotations de l'État baissent et que ça nous fait mal au ventre parce que finalement, le déficit public, c'est pas les collectivités qui l'ont créé, c'est l'État par lui-même. Hein. Les collectivités ont un budget équilibré à avoir. Mais c'est tellement beau cette fonction quand on est au milieu à Saint-Geniès de ces 2000 habitants ou sur mon canton de ces habitants. Quoi. On est bien, on est bien. Qu'est-ce qui vous rend aussi heureux en fait? Moi, je suis heureux de vivre. Bon, ça se voit, c'est comme ça. Hein. Mais j'aime le contact. J'aime faire la chose publique. J'aime modestement rendre service. J'aime les gens. Voilà. Je crois que, je le dis souvent, si tu veux que les gens t'aiment, il faut aimer les gens. Et puis les gens de Saint-Geniès, ils m'aiment beaucoup et je les remercie. Quoi. C'est le pouvoir-faire? Ouais, c'est de construire quelque chose, c'est de bâtir. Alors c'est vrai que quand on était maire, moi j'étais maire dans les années 90, j'ai été élu dans les années 80, bon c'était une chose, mais la société a évolué, les choses ont bougé. C'est plus compliqué aujourd'hui? C'est différent, c'est différent. Moi vous savez, je serai jamais le maire qui dit de mon temps c'était mieux, non. De mon temps, c'était mon temps. Aujourd'hui, les jeunes que je rencontre, les gens que je croise, bien ces gens-là, ils parlent d'aujourd'hui, ils parlent du futur. Donc la vie a changé depuis les années 90. Votre vie familiale, votre vie, vos structures, vos conditions, peut-être le travail, je ne sais pas. Mais enfin, toutes ces choses-là changent. Donc il y a une évolution. Quoi. Vous comprenez quand même ces 150 maires pratiquement dans l'Hérault qui disent « Moi, je n'ai pas envie de me représenter en 2020 parce que c'est vraiment trop compliqué et trop, passez-moi l'expression, d'emmerde au quotidien ». Ah non, les emmerdes, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. Vous savez, quand on coupe un ruban, quand on fait un discours, quand on boit un apéro, on est content, bon, c'est simple, tout. Et puis quand il y a la merde, il faut l'assumer, quoi. Bon, c'est tout, simplement. Mais un chef d'entreprise le fait, un artisan le fait. Je veux dire, nous, on le fait aussi. Les choses ont évolué, adaptons-nous à la société. Mais par contre, je respecte ceux qui ne veulent plus se présenter. Moi, jamais personne n'est venu à la maison en me disant « il te faut y aller ». J'y suis allé parce que j'en avais envie. Mais je savais pourquoi j'en avais envie. J'avais envie pour les gens, j'avais envie et je savais que j'aurais des problèmes éventuellement un jour. Et puis j'en ai eu et puis je les ai assumés. Alors on entend aussi, s'il reste, c'est que la place est bonne. Pas forcément en parlant de vous, mais en parlant de certains maires qui cumulent les mandats. Vous restez pourquoi? Parce que vous y prenez plaisir? Parce que vous considérez qu'il n'y a personne pour prendre votre place? Ou parce que vous avez beaucoup de choses encore à faire? Surtout pas parce que personne ne peut prendre ma place. Ça non, loin de là. Parce que vous savez, des irremplaçables, on en a plein les cimetières. Et je le dis souvent à mes collaborateurs et à mes collaboratrices, si demain matin, un accident de la vie fait que je suis à l'hôpital, la vie continuera et la mairie tournera. Et Dieu merci, c'est bien comme ça. Non, j'y vais parce que j'en ai envie, quoi. Moi, je suis comme on dit chez nous, comme un cadelle, comme un jeune chien. Je suis aujourd'hui à la mairie comme quand je suis rentré la première fois, quoi. L'intercommunalité, c'est une nécessité. On parlait tout à l'heure de compétences qui partent et certains maires se sentent dépossédés. Vous, votre vision sur ça? L'intercommunalité, c'est la vie qui continue, c'est la vie qui se déroule. En 2001, on est rentré dans l'agglomération de Montpellier avec Fraîche. On me disait Fraîche. Fraîche, ça s'est super bien passé. Vous savez, à l'époque, on était seuls, on travaillait ensemble, on travaillait sur notre commune. Aujourd'hui, on est à l'intercommunalité, mais c'est normal. Et puis, on s'engueule, et puis on se rentre dedans. Et puis moi, je dis, le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues, je le dis souvent à Philippe Sorel et qui le partage pour ce qui est de la métropole, il a autant de pouvoir que le maire de Montpellier. Et il le lui dit. Hein, voilà, c'est tout. Vous êtes content de votre place ou vous, justement, très rapidement, vous préféreriez être maire d'une grande ville? Ah non, moi, Saint-Geniès-des-Mourgues, vous savez, moi, on m'aurait proposé un poste de député ou de sénateur, j'aurais toujours refusé. Parce qu'aller à Paris 3 jours par semaine, c'est pas mon boulot. Moi, c'est Saint-Geniès, je me lève le matin, je suis à Saint-Geniès dans mon village, et je suis heureux quand je me couche le soir, je suis à Saint-Geniès dans mon village et dans avec mes amis.
Merci Monsieur le maire. Vous restez avec nous d'ailleurs pour réagir à ce qui est aussi notre regard sur l'actualité de la semaine. Et tout d'abord, Sylvain, on s'envole pour le hashtag Je proteste. Eh oui, nous allons pas mal voyager dans cette dernière partie d'émission. Philippe, nous allons aller au Canada à la rencontre de Viviane Lalande, une jeune audoise qui termine là-bas une thèse de génie mécanique. Viviane a décidé de tordre le cou à une idée reçue. Non, la science n'est pas réservée à l'élite. La femme y a sa place et la science expliquée par Viviane, ça donne ça. Le 17 juillet dernier, un robot de surveillance autonome s'est suicidé en se noyant. C'est du moins ce qu'ont avancé une grande partie des médias qui ont relayé l'information. Alors la question du jour est, est-ce que cette interprétation d'un robot qui finit dans une fontaine est juste? Est-ce qu'un robot peut se suicider? Ce qui revient à demander, est-ce qu'un robot peut avoir conscience de lui-même, souffrir et penser que ne plus exister mettrait fin à ses souffrances? Bref, on parle d'intelligence artificielle dans cette vidéo. Et alors Sylvain, il s'est suicidé ce robot? Je ne vous le dirai pas Philippe, parce que pour avoir la réponse et tout comprendre sur l'intelligence artificielle, en 7 minutes, direction syllabus.com, la première chaîne YouTube francophone traitant de sciences pures et tenue par une femme. Pour comprendre les dernières recherches sur le cancer, en passant par l'explication du ronronnement du chat ou encore le fonctionnement du carton d'emballage, c'est ludique, intelligent et bienvenu. Et comme je ne suis pas bégueule, Philippe, eh bien Viviane est avec nous en direct de Montréal. Allez, on part direction Montréal. Bonjour Viviane Lalande, ou plutôt bon matin, puisque chez vous, c'est le début de matinée. Oui, tout à fait. Il est 8h du matin, 9h du matin. Alors, comment vous est venue cette idée? Est-ce qu'il y a vraiment trop de fausses idées reçues ou de méconnaissances sur les choses scientifiques ou du quotidien d'ailleurs? Ah oui, il y en a plein. L'idée de faire des vidéos vient plutôt de mon envie de communiquer la science, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de sujets à traiter juste au sujet des idées reçues ou des méconnaissances qu'il y a dans la société. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Alors, est-ce que cela veut dire que les sciences sont mal enseignées parfois? Parce que vous avez enseigné vous-même pendant 3 ans là-bas à Montréal. Oui. Ou est-ce que ce sont les systèmes d'éducation qui ne savent pas les rendre accessibles et intéressantes? C'est difficile de répondre à cette question parce que il y a un monde entre vulgariser et enseigner. Les deux sont complémentaires, mais on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Donc, quand on vulgarise, on a un petit peu le beau rôle parce qu'on éveille la curiosité des gens à un sujet. Mais enseigner, c'est vraiment transmettre une connaissance. Et il faut passer par les équations. Quand on parle de maths ou de physique, on est obligé de passer par là. Donc, c'est difficile de dire que l'enseignement est mal fait. C'est juste que c'est pas la même chose que la vulgarisation. Et quand on veut un enseignement au Québec, l'enseignement est beaucoup plus porté sur le côté pratico-pratique. Il y a beaucoup plus de TP, donc de travaux pratiques, mais ça demande aussi beaucoup plus de budget. Donc ça dépend du financement des écoles aussi. Beaucoup d'écoles privées ici comparées à la France, par exemple. Les réseaux sociaux, YouTube, les tutos vidéo, c'est des nouveaux outils. Est-ce que ce sont des outils que l'on devrait ingester, j'allais dire, dans l'enseignement d'abord d'une part, et puis ensuite dans la vie quotidienne des gens pour justement les amener à plus de connaissances? Oui, tout le web 2.0, comme on l'appelle, peut être une vraie bonne source de connaissances, mais ça peut aussi être une source de méconnaissance avec toutes les fausses nouvelles qu'on a. Donc, il faut apprendre non seulement à aller sur les réseaux pour trouver l'information, mais il faut aussi apprendre à choisir son information. Donc, il y a une réelle éducation aux médias à faire chez nos enfants, mais aussi chez nous-mêmes si on n'a pas grandi avec ces médias-là. Est-ce que ça vous rapporte, ces vidéos, ces tutos, ou est-ce que c'est avant tout, effectivement, pour vulgariser, pour combattre les idées reçues, ou les deux? C'est plus un hobby à cette échelle-là. YouTube verse de l'argent quand les gens regardent des publicités. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en 1 an, j'ai gagné 450 €, donc ça ne fait pas un salaire pour 1 an. Donc, mais il y a aussi des gens qui font des dons. Donc, par le biais des dons, ça rapporte de quoi financer finalement la production des vidéos. Mais je ne suis pas capable d'en vivre, c'est certain. Merci Viviane Lalande, vous êtes étudiante, je le rappelle, en doctorat Polytechnique Montréal sur la biomécanique de la colonne vertébrale, c'est le traitement des scolioses, pour faire court. Vous avez enseigné à l'université, votre chaîne c'est Syllabus sur YouTube, 70 vidéos de 5 à 10 minutes qui sont même sous-titrées en anglais par votre sœur depuis les Pays-Bas où elle vit. Et puis le 8 novembre paraît aussi votre livre Le monde a des racines carrées aux éditions de l'Homme, 18 € à la vente. Dernière question, Le monde a des racines carrées, pourquoi? Parce que ça veut dire que tout est basé sur la science? Oui, mais c'est aussi pour faire allusion à la racine carrée à laquelle j'avais du mal à trouver un exemple concret.
de à quoi ça sert la racine carrée, et j'ai la réponse dans le livre. Merci et bonne journée à vous, Viviane, Merci du côté beaucoup. du Québec. Monsieur le maire Saint-Géniès-des-Mours, d'ailleurs, un tuto vidéo pour dire quelle est la véritable fonction au quotidien de l'élu et ce qu'il a à faire en positif et en négatif, ça serait une bonne idée ? Oui, écoutez, moi je me suis régalé quand je vois cette jeune dame qui vient de l'Aude, pour les gens pour lesquels j'ai une plus grande pensée aujourd'hui, et qui va au Canada, qui réussit. Puis ben, c'est beau, c'est les jeunes, quoi. Hein. Nous, on assume le présent, mais l'avenir, c'est eux, et ça, c'est beau. Oui, alors... Yvan Pelé en même temps. Imaginez, vous vous promenez avec votre iPad et on vous voit en train de travailler dans la mairie, en train de faire tout ce qu'il y a à faire. Vous mettez ça sur une chaîne de la mairie, ça serait fabuleux, non ? On n'a pas besoin de me voir travailler, les gens le savent. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très modeste, et puis on sait où me trouver. On me trouve dans le village, et puis ma fonction, c'est ma fonction. Tout simplement, d'autres gens travaillent aussi. Rassurez-vous. Allez Sylvain, passons maintenant au top et au flop de la semaine. Côté actu, on commence par un top. Oui, en fait, c'est un flop qui pourrait devenir un top. Alors, je m'explique, vous allez voir, ça va vous intéresser. La revue Nature Plants nous annonce la plus grande catastrophe du XXIe siècle. Une pénurie de bière. Et oui, la boisson alcoolisée la plus bue dans le monde risque de devenir un produit de luxe. En cause, le réchauffement climatique, dont l'orge, premier ingrédient de la bière, risque de devenir la première victime. C'est donc bien un flop monumental. Sauf que chez les paysans des grandes plaines américaines, on s'inquiète vraiment de cette situation. Au point que dans ce bastion de l'électorat Trump, où on n'a jamais entendu parler du réchauffement climatique, on commence à entendre parler de certaines choses. Certains commencent à dire c'est un peu un climat insaisissable, ou alors un climat qui change un peu. Et là, il y a espoir. Si l'on tient pour exact l'action du papillon, l'effet papillon, le paysan du Middle West pourrait obliger le président américain à revoir son climato-scepticisme. Vous me suivez ? Ouais. Du coup, retour dans l'accord de Paris. Bon, d'accord, je rêve un peu. Mais imaginez la Terre sauvée par la bière. Pour l'amateur que je suis, c'est véritablement un top. Oui, et pour l'Alsacien que Sylvain Jäger est aussi. À consommer avec modération, quoi qu'il en soit. Je parle d'alcool, bien sûr. Et puis après, le flop qui devient top, le flop... qui reste un flop, voilà. Oui, et on reste dans l'alcool et dans le voyage. Aujourd'hui, mon flop s'adresse à ce viticulteur des Pyrénées-Orientales, bien sûr. Et il a fait faire à son millésime un aller-retour jusqu'en Australie, en cargo. À l'origine de son projet, une vieille légende qui raconte que le vin de Bordeaux que l'on envoyait en Inde était souvent meilleur à son arrivée qu'il n'était à son départ. Stop. À l'heure des circuits courts, à l'heure où l'on chasse l'empreinte carbone de nos produits, on ne peut pas cautionner ce genre de pratique. Et je me demande même, je vais vous le dire, si je ne vais pas dénoncer mon viticulteur local à mes agriculteurs américains, histoire un petit peu de relancer le débat. En colère, Sylvain Jäger. À la vôtre donc, c'est ainsi que s'achève ce dimanche à Politique. À suivre votre flash régional, vous pouvez revoir cette émission sur notre site France 3 Occitanie, un site qui vous informe toute la journée. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche.